Je pense qu'on peut passer à j'ai le contrôle, parfait. Donc, comme je me suis déjà présentée tout à l'heure, je n'ai pas vraiment de conflit d'intérêt réel ou potentiel en lien avec le thème d'aujourd'hui. La capsule d'aujourd'hui s'intitule « Planification, organisation et coordination des soins ». C'est une capsule qui s'inscrit dans nos capsules plus de base afin de s'assurer qu'on ait tous un langage commun pour poursuivre l'année ensemble. Donc, les objectifs d'aujourd'hui sont d'identifier les défis de l'organisation des services en troubles concomitants, de se familiariser avec quelques modèles de dispensation de soins en troubles concomitants, puis de se sensibiliser à l'importance de participer en équipe, en collaboration avec le patient, bien sûr, à la dispensation des soins adaptés aux besoins de celui-ci. On a quand même déjà discuté de qu'est-ce que c'est un trouble concomitant, mais en bref survol, un trouble concomitant, puis parfois dans la littérature, vous allez voir en anglais double diagnostic ou dual diagnosis, ce sont des synonymes. Donc, c'est la présence simultanée d'un trouble d'usage puis d'un trouble de santé mentale. Il y a quand même une prévalence assez élevée, surtout selon le diagnostic de santé mentale, de troubles concomitants. Par exemple, si on pense à la schizophrénie, environ 47 de troubles concomitants. Si on pense à la maladie bipolaire, environ 56 aux troubles anxieux, environ 20 Donc, ce sont quand même des chiffres significatifs. Puis pourquoi c'est important? C'est parce que généralement, on observe une évolution qui est défavorable comparativement aux patients qui souffrent d'un seul des deux troubles. Il y a un risque de suicide plus élevé chez cette population-là, une plus faible adhésion au traitement pour de multiples raisons, puis une moins bonne réponse aux interventions plus classiques. Ce qu'on observe aussi, c'est que c'est une population qui a une utilisation sous-optimale des services qui sont offerts, avec souvent une multiplication des demandes de services à l'urgence. On a tous certains patients en tête qu'on sait qui font des visites répétées à l'hôpital, souvent dans des contextes similaires de consommation et de décompensation du trouble psychiatrique. Puis, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a une augmentation du nombre d'hospitalisations, mais aussi de la durée de celle-ci, chez ces patients-là qui présentent des troubles concomitants, alors qu'une prise en charge qui est quand même démontrée comme étant efficace et moins coûteuse en mode ambulatoire est plus compliquée, notamment parce que parfois, ce qu'on observe, c'est que ça va dépendre aussi de ce qui est disponible dans plusieurs régions, plusieurs centres hospitaliers. Il y a une réalité aussi à laquelle on doit être bien conscient. Ce qu'il faut aussi bien garder en tête, c'est que la comorbidité n'a pas que deux axes. Souvent, ce sont ce que j'appelle des problèmes en couche d'oignon, donc avec multiples axes. Donc, on observe que ça s'accompagne souvent de problèmes relationnels, que ce soit avec la famille ou encore les proches. Parfois même, ça va générer des enjeux au niveau des rôles familiaux. On voit que nos patients qui souffrent de troubles concomitants ont souvent plusieurs problèmes. On a plusieurs problèmes médicaux en lien notamment avec des habitudes de vie qui sont altérées, mais souvent aussi à des prises de risques qui ne sont pas nécessairement conscientes, mais qui viennent aussi de pair avec une comorbidité là, qui, avec la consommation, puis les problèmes de santé mentale, les patients ont tendance à se mettre potentiellement en risque. Puis, on observe divers problèmes sociaux et aussi des troubles cognitifs. Donc, là, on a mis 5 axes additionnels, mais je pense qu'on pourrait certainement en ouvrir d'autres si jamais on ouvrait pour une conversation entre nous, là. Pour cette diapositive pleine de toutes sortes de flèches et d'icônes, ce qu'on voulait surtout mettre en visuel, c'était que finalement, notre système de santé fait en sorte qu'il y a plusieurs portes d'entrée qui sont disponibles aux patients ou à leur famille, puis que les trajectoires peuvent être souvent très complexes. Pour les patients et leurs familles, ça peut être même très difficile de s'y retrouver. Donc, à ce moment-là, donc c'était surtout ça que cette diapositive voulait
souligner parce qu'on connaît qu'il y a effectivement des services offerts en première ligne, en deuxième ligne, puis par la suite des services de troisième ligne selon ce qui est disponible dans chacune des régions. Ce sont des services offerts tant sur le plan de la santé mentale que de la toxicomanie, troubles d'usage. Et que, en fait, le système est complexe. Ah oui, c'est ça l'autre message, et qu'on tarde beaucoup à défaire les silos qui ont été générés au fil du temps, mais c'est un processus qui prend du temps en soi. Donc, il y a plusieurs modèles d'approche des troubles concomitants. En très bref résumé, on retrouve entre autres le traitement séquentiel, dont plusieurs ont probablement entendu parler. Ce que ça veut dire, c'est qu'on traite une première condition dans un premier temps, comme par exemple un trouble d'usage, et l'autre condition sera traitée dans un deuxième temps lorsque la personne sera en rémission de la première condition. Ensuite, il y a le traitement parallèle, où les deux conditions sont traitées simultanément, mais par deux équipes de traitement différentes, chacune étant spécialisée dans leur domaine qui leur sont propres et pouvant collaborer ensemble et communiquer ensemble, mais que ce n'est peut-être pas instauré de façon naturelle, parce que parfois même physiquement, les équipes se retrouvent dans différents milieux. Puis finalement, on a le traitement intégré où les deux conditions sont traitées simultanément par la même équipe ou le même intervenant. Donc, dans justement les modèles de soins qui sont présents dans la littérature, on retrouve le modèle à 4 cadrans qui a été proposé par SAMHSA il y a maintenant quelques années, une quinzaine d'années, qui cherche finalement à classifier puis à tendre à dispenser des soins qui sont plus intégrés, collaboratifs, et aussi selon finalement le profil clinique que les patients vont présenter. Donc, par exemple, la catégorie 2, si on regarde, c'est vraiment, on a un axe de léger à grave. Donc, l'axe horizontal, on regarde plus les troubles de santé mentale. Donc, la catégorie 2, on tend à retrouver des patients dont les troubles de santé mentale sont plus graves et où le trouble lié à l'usage d'une substance sont moins graves, où la dispensation des soins va être davantage en santé mentale potentiellement. Et la catégorie 3, on retrouve des patients qui vont présenter des troubles de santé mentale, mais moins importants. Par contre, le trouble lié à l'usage va être beaucoup plus sévère. Donc, dans ces catégories-là, chacun va retrouver des soins plus spécifiques, soit en santé mentale ou en toxicomanie. Cependant, on s'attend à une collaboration interorganisationnelle. Et dans la catégorie 4, où tant le problème de santé mentale que de troubles d'usage vont être sévères, à ce moment-là, ce qu'on tend à retrouver, ce sont des services spécialisés intégrés en psychiatrie et aussi en santé mentale et en réadaptation. Probablement que plusieurs d'entre vous aussi connaissent là, le modèle de soins par palier. C'est un modèle qui s'appuie sur une classification que vous voyez par niveau, où on propose des services en fonction de l'intensité, de l'acuité, de la chronicité ou encore de la complexité là, des troubles présentés par les patients. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, là, au niveau 3, ce qu'on voit, ce sont finalement une gestion de risque. On voit que c'est des personnes qui ont besoin de soutien avec un certain problème, mais d'emblée, on est plus dans l'exploration, le support, et ce ne sont pas nécessairement des patients dans le niveau 3 où on amorce un traitement intensif d'emblée. Tandis qu'une personne qui va qui va accéder à des soins dans un niveau 4, d'emblée, on va avoir une approche multidisciplinaire là, qui va être intégrée dans le suivi. Dans ce modèle spécifique-là, ce qu'on tend surtout à retenir, là, ils ont des principes fondateurs. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de mauvais point d'accès. Qu'on souhaite aussi avoir un recours simultané ou même séquentiel là, selon ce qui est pertinent et ce qui est disponible à différents niveaux de soins. Puis, il peut y avoir un lien progressif entre les niveaux de soins et d'autres systèmes de services. Donc, ça, c'est vraiment des principes fondateurs. Puis, que vous retrouvez à gauche puis à droite, il y a d'autres principes fondateurs là, du système de services que je ne vais pas vous énumérer parce que malheureusement, je vais manquer de temps. Malheureusement, je n'avais pas
je n'aurai pas le temps de vous énumérer. Il y a plusieurs modèles hein, en lien avec l'intégration des soins. Je vais vous en citer quelques-uns, juste pour que vous les ayez en tête. Si jamais ça suscite de l'intérêt, que vous souhaitez aller réviser de la littérature, je vous encouragerai à le faire. Puis peut-être qu'on pourra voir pour ajouter l'information à la veille au portail. Donc, entre autres, il y a le Comprehensive Continuous Integrated System of Care qui a été développé par Minkoff, où là, encore une fois, on tend à élaborer et mettre en place un processus qui vise à intégrer des changements durables dans le système pour intégrer les soins de santé mentale et de dépendance, puis de favoriser la collaboration dans les équipes. Puis, dans ce modèle-là, il y a vraiment une implantation graduelle qui a été numérée en 12 étapes. Puis, il y a quand même 8 principes fondateurs aussi, là, qui, je trouve, sont très intéressants. Donc, je vous encouragerai à aller regarder cette information-là. Puis, il y a aussi, pardon, j'ai changé de slide, mais c'est parce que moi, c'est mon information ici, désolée. Il y a aussi la SAN qui a développé une taxonomie dans le développement des troubles, dans le développement de services pour les doubles diagnostics ou les troubles concomitants, où oui, on peut retrouver des services pour santé mentale ou toxicomanie, mais ensuite, il y a un spectrum de services intégrés passant de services compétents en double diagnostic à des services enrichis, puis finalement des services intégrés. Puis, ils ont développé des outils aussi pour favoriser finalement les réflexions, puis les divers changements organisationnels qui sont souhaités selon les objectifs des services. Donc, les ingrédients à ne pas oublier, peu importe le nom de la recette, parce que oui, il y a plein de modèles, mais ensuite, il y a quand même des ingrédients clés qui sont souvent fondamentaux pour pouvoir amorcer un travail de changement de réflexion puis de service. Ce qui est très important, c'est de bien dépister, évaluer, traiter et orienter nos patients. Lorsque ça, c'est bien systématisé, on a tendance à mieux diriger nos patients. Donc, c'est pas toujours évident parce que ce sont quand même des dépistages et des évaluations qui sont souvent plus complexes, mais ça, c'est fort aidant pour identifier les besoins de nos patients. Aussi, ce qui est important, c'est que nos patients devraient avoir accès à différentes approches efficaces. La pharmacologie, bien sûr, mais il y a une panoplie d'interventions psychosociales qui ont fait leurs preuves et qui sont tout aussi aidantes et même parfois davantage là, selon la situation clinique du patient. Ce qu'on tend aussi à favoriser, c'est de minimiser le nombre de références, entre autres parce que, d'où l'idée d'intégrer les soins, parce que parfois nos patients ont tendance à être un peu perdus dans ce système-là pour diverses raisons. Et si on veut engager le patient dans son suivi, on essaie d'intégrer puis d'éviter la multiplicité des références. Ensuite, idéalement, puisqu'on tend à préconiser, puis qui est un work in progress en soi, c'est de bien identifier une trajectoire de service qui est conceptualisée et organisée pour bien orienter nos patients en tenant bien sûr compte du contexte de chacune des régions. Ici, on parle du Québec, mais ça peut être transposé aux différentes provinces parce que chacune des régions va avoir un contexte qui lui est propre. Ce qui est aussi important à mettre en place, c'est de consolider finalement aussi les expertises qui sont déjà présentes dans les différents milieux cliniques, de favoriser le partage et une collaboration afin justement là, de proposer des soins qui sont mieux structurés pour les patients. Puis, je vais répéter un peu les principes clés qu'on a vus dans le modèle par palier, mais parce qu'ils sont importants, ne serait-ce que dans notre réflexion sur comment instaurer des services bien intégrés. Donc, le No Wrong Door est quand même un principe assez bien reconnu. L'alliance thérapeutique est quand même un principe clé, notamment parce que nos patients peuvent se buter à différents obstacles et donc, une fois qu'ils sont engagés dans un suivi, déjà là, c'est une bonne portion finalement du suivi thérapeutique qui a été amorcé. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une approche, oui, en tenant compte des diagnostics, mais aussi centrée sur la personne. Donc, bien sûr,
Ça demande aussi beaucoup de flexibilité aux équipes traitantes et en tenant compte de la chronicité des problèmes de santé. Souvent, nos patients présentent ces problèmes-là de longue date et vont potentiellement aussi vivre avec ces problèmes de santé-là encore pendant plusieurs années. Puis, ce qui est important aussi, c'est d'avoir un leadership qui supporte finalement ces visions-là et avoir des bonnes collaborations pour euh, que ce soit entre diverses équipes ou même entre divers leaderships afin justement de mettre en place des meilleures pratiques pour nos patients afin que leurs besoins ultimement soient bien répondus. Donc, dernier mot de la fin, il y a une grande importance de mieux faire en troubles concomitants. Votre présence, je pense, souligne cette importance, nul doute. Donc, je parle quand même à un auditoire qui est bien vendu, je pense, à ce thème. Mais n'empêche que c'est en fait c'est d'une grande importance, notamment parce que c'est une population qui est complexe, qui va vivre différents coûts individuels dans leur vie à eux, mais aussi au niveau sociétal. Et ils ont souvent plusieurs besoins qui sont non répondus selon ce qu'ils ont comme disponible en termes de soins. Il y a plusieurs modèles qui existent pour organiser et prodiguer des soins de qualité. Donc, on peut aussi s'inspirer de ces modèles-là. Et selon les modèles qu'on identifie qui peuvent être implantés dans le contexte québécois, alors à ce moment-là, ils peuvent être utilisés afin de rehausser les services déjà présents et de qualité dans les territoires, afin non plus de ne pas réinventer entièrement la roue et d'utiliser les forces et le travail déjà bien amorcé et bien effectué dans les différents services. Donc voilà, ça fait le tour de ma capsule.